Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait que si vous vivez tous les jours comme si c'était le dernier jour, un jour, vous aurez bien raison. Ça m'a marqué et depuis 33 ans, je me regarde dans le miroir tous les matins en me disant « Et si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, est-ce que tu voudrais faire ce que tu vas faire aujourd'hui ?» Pour dire vrai, je n'ai jamais obtenu de diplôme universitaire. Aujourd'hui, c'est le plus proche que j'aurais été d'une cérémonie de remise de diplôme. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout, pas grand-chose, juste 3 histoires. Dans la première histoire, il s'agit de savoir faire le lien. J'ai abandonné mes études à l'université de Reed, mais j'ai continué à suivre les cours pendant 18 mois avant de réellement laisser tomber. Alors pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Ça a commencé avant que je sois née. Ma mère biologique était une jeune étudiante qui n'était pas mariée. Elle a décidé de me faire adopter. Elle voulait vraiment que je sois adoptée par un couple qui avait fait des études supérieures. Alors elle a tout arrangé pour que je sois adoptée à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf que quand j'ai débarqué, ils ont décidé au dernier moment qu'ils voulaient plutôt d'une fille. Alors mes parents, qui étaient sur la liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit qui disait « On a un petit garçon qu'on n'attendait pas. Vous le voudriez ?» Ils ont dit « Bien sûr ». Ma mère biologique a appris par la suite que ma mère n'avait jamais eu son diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais eu son bac. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption. Elle a changé d'avis quelques mois plus tard, quand mes parents lui ont promis que j'irais à l'université. C'était le début de ma vie. Et 17 ans plus tard, je suis effectivement allée à l'université. Mais j'ai choisi naïvement une université qui était presque aussi chère que Stanford. Et toutes les économies de mes parents qui appartenaient à la classe moyenne étaient dépensées dans mes frais de scolarité. Après 6 mois, je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de la manière dont l'université allait m'aider à trouver la solution. Et j'étais là en train de dépenser l'argent que mes parents avaient économisé pendant toute leur vie. Alors, j'ai décidé d'abandonner en me disant que tout irait bien. J'avais peur à l'époque, mais avec du recul, c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Dès que j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et j'ai commencé à assister à ce qui avait l'air beaucoup plus intéressant. Ce n'était pas non plus tout à fait romantique. Je n'avais pas de chambre sur le campus, donc je dormais par terre dans la chambre de mes amis. Je rendais les bouteilles de coca pour récupérer la consigne de 5 centimes pour pouvoir acheter de la nourriture. Et je marchais 8 km tous les dimanches soirs pour manger au moins un bon repas par semaine dans un temple que j'aimais beaucoup. Et la plupart des choses sur lesquelles je suis tombée par hasard, en suivant ma curiosité et mon intuition, se sont avérées inestimables pour la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. L'université de Reed, à l'époque, offrait la meilleure formation en calligraphie du pays, il me semble. Dans tout le campus, chaque poster, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphié à la main. Comme j'avais abandonné et que je n'avais plus à suivre les cours normaux, j'ai décidé de suivre le cours de calligraphie. J'ai appris les caractères avec empattement. J'ai appris à varier l'espace entre 2 combinaisons de lettres. J'ai appris ce qui rend les magnifiques calligraphies encore plus magnifiques. C'était beau, c'était historique et artistiquement subtil, d'une manière que la science ne peut capturer. Et j'ai trouvé ça fascinant. Rien de cela ne semblerait avoir une application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, quand on créait le premier ordinateur Macintosh, tout m'est revenu à l'esprit. Et on a créé tout cela dans le nouveau Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle calligraphie. Si je n'avais jamais abandonné ces cours, le Mac n'aurait jamais eu de police multiple ou de police à espacement proportionnel. Et comme Windows copie simplement le Mac, c'est probable qu'aucun ordinateur portable ne les aurait jamais eus.
Si je n'avais jamais abandonné, je n'aurais jamais commencé ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être jamais eu les merveilleuses polices qu'ils ont. Bien sûr, c'était impossible de faire le lien à l'époque quand j'étais à l'université. Mais c'était très très clair en prenant du recul 10 ans plus tard. Vous ne pouvez pas faire le lien en regardant en avant. Vous pouvez seulement le faire en regardant en arrière. Donc vous devez avoir confiance. Vous devez croire que vous pourrez faire le lien, que tout aura un sens dans le futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose, votre intuition, votre destinée, la vie, le karma, qu'importe. Parce que croire que plus vous avancez, plus vous pourrez établir des connexions, vous donnera la confiance de suivre votre cœur, même quand il vous mène sur un chemin plus compliqué. Et ça fera toute la différence. Ma deuxième histoire concerne l'amour et la perte. J'étais très chanceux de trouver ce que j'aimais faire assez tôt dans ma vie. Woz et moi avons commencé Apple dans le garage de mes parents quand je n'avais que 20 ans. On a travaillé dur et en 10 ans, Apple s'est développé en partant de juste nous deux dans un garage à une entreprise qui valait plus de 2 milliards de dollars et qui employait plus de 4000 personnes. On venait juste de lancer notre dernière création, le Macintosh, l'année précédente et je venais d'avoir 30 ans. Et ensuite, j'ai été renvoyée. Comment est-ce qu'on peut être renvoyé d'une entreprise qu'on a créée? Eh bien, comme Apple grandissait, nous avons recruté quelqu'un qui me semblait être très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant les premières années, les choses se sont plutôt bien passées. Mais après, nos visions du futur ont commencé à différer. Et finalement, nous avons eu une grosse dispute. Et quand ça s'est produit, le conseil d'administration a pris son parti. Donc à 30 ans, j'ai été renvoyée d'une manière très publique. Alors j'ai décidé de recommencer tout à zéro. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais il s'est avéré que le fait d'être renvoyé d'Apple a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La pression de devoir réussir à tout prix a été remplacée par la légèreté d'être un débutant, moins sûr de tout. Ça m'a donné la liberté d'entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années qui ont suivi, j'ai commencé une entreprise qui s'appelait Next, une autre qui s'appelle Pixar, et je suis tombée amoureux d'une merveilleuse femme qui allait devenir mon épouse. Pixar est devenue la société qui a créé le premier film d'animation, Toy Story, et qui est aujourd'hui le studio d'animation qui a le plus de succès au monde. Dans un remarquable retournement d'événements, Apple a racheté Next et je suis retournée chez Apple. Et la technologie que nous avons développée chez Next est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Lorraine et moi avons fondé une merveilleuse famille ensemble. Je suis presque sûre que tout ceci ne serait pas arrivé si je n'avais pas été renvoyée d'Apple. C'était un médicament au goût horrible, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie va vous frapper sur la tête avec une brique, mais ne perdez pas la foi. Je suis convaincue que la seule chose qui m'ait permis de continuer à avancer est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez, et cela est vrai pour le travail, mais aussi pour votre vie amoureuse. Votre travail va prendre une grande partie de votre vie, et le seul moyen d'être vraiment comblé est de faire ce que vous pensez être un travail remarquable. Quel est le seul moyen de faire un travail remarquable? C'est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous résignez pas. Comme pour toutes les choses du cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Et comme toute relation ne fait que s'améliorer avec le temps, alors continuez à chercher, ne vous résignez pas. Ma troisième histoire concerne la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait que si vous vivez tous les jours comme si c'était le dernier jour, un jour vous aurez bien raison. Ça m'a marqué et depuis 33 ans, je me regarde dans le miroir tous les matins en me disant « Et si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, est-ce que tu voudrais faire ce que tu vas faire aujourd'hui ?» Et dès que la réponse est non pour plusieurs jours d'affilée, je savais que je devais changer quelque chose. Me rappeler que je serais mort bientôt était l'outil le plus important que j'ai utilisé pour m'aider à prendre les décisions les plus importantes de ma vie.
parce que presque toutes les choses, toutes les attentes des autres, l'orgueil, la peur, toutes ces choses n'ont plus d'importance face à la mort, en laissant simplement place à ce qui est réellement important. Se rappeler que l'on va mourir est le meilleur moyen d'éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a à peu près 1 an, on m'a diagnostiqué un cancer. J'avais un scanner à 7h30 du matin. Il montrait très clairement une tumeur au pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était un pancréas. Les docteurs m'ont dit que c'était certainement un cancer incurable et que je ne vivrais pas plus de 3 à 6 mois. Mon médecin m'a conseillé de rentrer à la maison et de mettre mes affaires en ordre. Ce qui est le langage des médecins pour dire « préparez-vous à mourir ». Ça veut dire d'essayer de dire à vos enfants tout ce que vous pensiez avoir 10 ans de plus pour leur dire. Mais vous n'avez que quelques mois pour le faire. Ça signifie d'être sûr de tout faire pour que tout soit bouclé, pour que ce soit le plus simple possible pour votre famille. Ça signifie aussi savoir dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard ce jour-là, j'ai eu une biopsie où ils ont mis un endoscope dans ma gorge qui est passé par mon estomac, par mes intestins, puis ils ont mis une aiguille dans mon pancréas qui a prélevé quelques cellules cancérigènes. J'étais sous anesthésie générale, mais ma femme qui était là m'a dit que quand ils ont vu les cellules au microscope, les médecins ont commencé à pleurer parce qu'il s'est avéré que c'était une forme très rare de cancer du pancréas qui était curable grâce à une opération. J'ai subi l'opération et je suis reconnaissant du fait que j'aille bien mieux maintenant. C'était le moment le plus proche où j'ai été face à la mort et j'espère que ce sera le cas pour les prochaines décennies. Car après avoir survécu à cela, je peux maintenant vous dire avec certitude que quand la mort devient plus qu'un concept utile et purement intellectuel, personne ne veut mourir. Même ceux qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Mais pourtant la mort est la destination que nous partageons tous et personne n'y a jamais échappé. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que la mort est sûrement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie. Ça permet à l'ancien de laisser la place au nouveau. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est vous. Mais un jour, pas si lointain que cela, vous deviendrez bientôt l'ancien et vous devrez laisser la place au nouveau. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est très vrai. Votre temps est limité, donc ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas coincés par des dogmes en vivant selon ce que pensent les autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres prendre le dessus sur votre voix intérieure. Et le plus important est le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils ont une manière de savoir ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire.